I almost bailed on being a filmmaker. And the thing that kept me in the game was the possibility of the Avatar universe reaching a lot of people with a persistent message and reaction on the part of the audience to maybe fight for and protect that which we're losing. Avec presque 3 milliards de dollars au box-office mondial, environ 284 millions d'entrées dans le monde dont 107 aux États-Unis, 3 Oscars, 2 Golden Globes, 9 Saturn Awards parmi tant d'autres récompenses, Avatar est le plus grand succès du monde au cinéma. Une œuvre qui ne m'a pas seulement émerveillé, mais qui m'a fait prendre conscience de ce que le cinéma pouvait offrir. Une expérience qui a mis tout le monde d'accord et qui a conquis le cœur du public. Pourtant, à l'aube de la sortie du second opus, je constate que beaucoup remettent en cause le succès de ce film. On est alors en droit de se demander, est-ce que Avatar est surcoté ? Plus qu'un voyage, Avatar a été une expérience pour moi. Et lors de sa ressortie en septembre 2022, j'ai réalisé à quel point ce sentiment n'avait pas disparu. Je garde toujours cette sensation de découverte quand je vois les montagnes suspendues de Pandora. J'admire toujours autant la dévotion et l'intensité du jeu de Zoé Saldana. I trusted you. Trust me now, please. Et je suis toujours estomaqué devant la richesse de la direction artistique. Avatar est incroyable, et son succès est parfaitement explicable. Mais il ne faut pas non plus se leurrer. Déjà, ce qui a beaucoup aidé, c'est la 3D. C'était la mode à l'époque. Et surtout, beaucoup de critiques remettent en cause certaines qualités du long métrage, que je vais essayer de comprendre et expliquer. Car les nombreux reproches qui sont faits font partie de la force du long métrage. Avatar est universel. Et comme tous les succès populaires aujourd'hui, tout le monde les trouve surcotés. Mais qu'est-ce que ça veut dire déjà ? L'encyclopédie Larousse nous indique que surcoté est la majoration de la pension de retraite d'une personne ayant acquis le nombre de trimestres de cotisation requis et poursuivant son activité au-delà de l'âge légal. Ça n'a strictement rien à voir. L'encyclopédie nous indique donc que c'est une valeur supplémentaire attribuée à quelque chose par rapport à une autre chose de même nature. On a alors ici un phénomène de comparaison par rapport à d'autres œuvres. Est-ce que ce film mérite plus qu'un autre ou quoi ? Il n'y a pas que la qualité du film qui rentre en jeu. Mais il ne faut pas se leurrer. Les débats sous-estimés contre surestimés sont parfois un peu biaisés. Ouais, en fait, c'est complètement le principe de ma chaîne, en fait. Mais justement, j'essaie d'aller plus loin. Nos avis sont propres à chacun. Nous ressentons les choses différemment, et certains sont plus réceptifs que d'autres à certains éléments d'un film. Ce qui ressort le plus concernant Avatar, et ce qui divise le plus, on va dire, c'est la narration. Encore et toujours, j'ai envie de dire. Un film, ce n'est pas qu'une narration. C'est la combinaison entre plusieurs facteurs pour faire émerger de l'émotion. Se baser que sur l'histoire, c'est mettre de côté tout ce qui englobe le scénario, pour nous immerger dedans. C'est pour ça qu'au-delà de l'analyse du film, il faut comprendre tout le processus de création. Les intentions du réalisateur et de l'équipe, comment ça s'est fait et comment il est parvenu à ce résultat final. Alors plongeons ensemble dans cette aventure et parcourons les terres et les cieux de Pandora. À cet instant, il eut une révélation. À 22 ans, James Cameron ressent une profonde admiration devant le Star Wars de George Lucas, mais également une certaine colère. C'est à ce moment précis où il s'est dit « J'aurais dû créer ce film ». Alors il se lance. Il tente de comprendre comment George Lucas a pu réussir. Il étudie, il expérimente, il réalise son premier film Xenogenesis et de fil en aiguille, il se fait repérer à Hollywood. Il gravit les échelons, débutant en tant que spécialiste en effets spéciaux pour réaliser son premier long métrage, Piranha 2, qu'il rejette totalement au vu des vives tensions qu'il a vécues avec le producteur. Mais cela ne l'arrête pas pour autant, car en 1984, il se fait mondialement connaître avec Terminator. James Cameron repousse les limites à chacun de ses tournages et s'implique entièrement pour être à la hauteur de ses ambitions. C'est un artiste dévoué, complet, qui est aussi un tyran avec ses acteurs et ses techniciens. Ah bah on peut pas être bon dans tout, hein. Malgré sa réputation sulfureuse, James affirme sa position de réalisateur de talent. Et la consécration ultime viendra avec son film le plus chaotique en termes de production, Titanic.
Avec son succès faramineux, tout le monde pensait que Cameron allait prendre une pause, bien méritée. C'est ce qu'on aurait pu croire au départ, car pendant presque 11 ans, le réalisateur disparaît des radars, ne réalisant que quelques documentaires de temps à autre. Sauf que tout ceci révélait un projet encore plus ambitieux que Titanic. En fait, il s'entraîne, il expérimente, car ça y est, son propre Star Wars commence à voir le jour. Avatar fait ses premiers pas. What do we have to lose? It's already a huge hit, you know. So we can take these kinds of chances. We can have fun with it. I mean, for me, it's just an experiment. I mean, I feel like instinctively, we've gauged what the fans want. On ne parle pas juste d'un grand film de science-fiction, mais du film le plus ambitieux du cinéma moderne. Avatar serait né en 1994 pendant la production de Titanic, la quintessence de tout ce qui a inspiré et passionné James Cameron. Avec 80 pages écrites en même pas 2 semaines, il reflète l'impact que lui a procuré les aventures de John Carter, Tarzan ou encore Alan Quatermain. Ce qu'il veut, c'est moderniser ces figures emblématiques de la littérature et créer sa propre saga. Mais James a besoin de temps. Il souhaite que la technologie soit optimale pour son film et il doit peaufiner les détails de son univers, de sa Pandora. Avatar devient son projet ultime. Le projet ultime, utilisant toutes les ressources nécessaires pour pouvoir lui donner vie. Il part étudier les fonds marins, il invente un nouveau type de caméra, il impose même la 3D pour le film. Concrètement, il fait tout ce qu'il veut, sachant que la Fox était en mode Waouh, tout doux James, on refait pas pareil que Titanic, hein. bah lui, il était en mode ça va, c'est bon, à la limite baisser mon salaire, je m'en fous. Et quand ils ont validé le projet, ils étaient toujours aussi sceptiques. Et un des dirigeants de la Fox aurait dit ça. Je sais pas si c'est nous qui sommes fous de vous laisser faire ça, ou si c'est vous qui êtes encore plus fous de penser que vous pouvez le faire. C'est en 2006 que James Cameron termine d'écrire le scénario. Et pour parfaire son monde, il a su bien s'entourer. Le professeur Paul Frommer s'occupe de créer toute la langue des navis, en se basant sur les langues polynésiennes. Des nombreux artistes, dont Wayne Barlow ayant travaillé avec Del Toro, se sont occupés de toute la partie design et décor pour la planète. Nous avons également des biologistes qui ont apporté leur expertise pour la faune et la flore. Tous les départements sont sous la supervision d'experts pour accentuer la vraisemblance de Pandora. Et après plusieurs réécritures, le tournage commence en avril 2007. I sat down in 95 to write a movie that would push the CG art specifically for the company that I was the CEO of at the time, which was Digital Domain. Because Stan Winston and I founded that company to do exactly that. We wanted to do great CG characters and creatures. I need your help. You should not be here. Alors, des anecdotes de tournage sur ce film, il y en a un paquet, je peux pas tout aborder. Retenez juste que ça s'est plutôt bien passé, mais que James a encore fait ses crises de colère comme d'hab quoi. Mais ça s'est bien passé, hein. Enfin, je crois. Toutes les technologies existantes ont été poussées à leur paroxysme pour que le film voie le jour. Un défi technique où l'invention de nouvelles caméras était nécessaire pour parvenir à la 3D tant recherchée. Les deux maîtres mots, intensité et innovation. Il y aurait beaucoup de choses à dire entre le Director Centric System qui permet de visualiser en direct ce qui est filmé grâce à la motion capture et aux images de synthèse, l'entraînement en forêt tropicale, ou l'invitation de Steven Spielberg et Peter Jackson pour assister et tester ces nouvelles techniques. Mais je vous invite grandement à visionner les making-of du film et de lire le livre The Making of Avatar. C'est d'une énorme richesse et c'est important pour comprendre et apprendre comment se fabriquent les films. Regardez les making-of. Finalement, Avatar sort en décembre 2009. Bah c'est un carton, évidemment. This is great. Parce qu'Avatar a su garder le mystère pendant tout le tournage et que la campagne publicitaire a joué habilement pour faire monter la hype. Tous les records étaient battus avant même sa sortie. Aucune concurrence lors de sa sortie. Rien ne pouvait l'arrêter. Avec un budget estimé aux alentours de 240 millions avec 150 millions pour le marketing, le film en a rapporté jusqu'en 2022 avec sa ressortie 2,9 fucking milliards. C'est le plus gros succès du cinéma. Plus gros succès hors inflation. J'ai rien compris à ça, mais il faut le préciser. Effectivement, vous pouvez croire que c'est complètement futile de revaloriser ce film, vu que c'est un succès monstre, et qu'il est reconnu partout dans le monde. Bah, pas tant que ça en fait. J'ai fait mes recherches, et j'ai l'impression que c'est le film le plus détesté qui existe. Alors, peut-être que j'exagère évidemment, mais j'ai l'impression qu'il s'en prend plein la tronche depuis qu'il est sorti. Que ce soit des articles, des podcasts, des vidéos, tout le monde remet en doute le succès du film, et le dévalorise constamment, louant la prouesse technique, et blâmant tout le reste. Vous êtes dur bordel! Enfin, je sais que Avatar a ses défauts, il y en a et je les conçois parfaitement, mais toujours est-il que c'est réfléchi et nécessaire. Alors aujourd'hui, on va essayer de comprendre et voir l'impact qu'a eu le film sur la pop culture. En 2154, une énorme expédition est organisée sur la planète Pandora. Le but est de régler la crise énergétique de la Terre en exploitant les ressources de cette planète, en récoltant un minerai spécifique, l'unobtainium. Mais la population locale de cette planète, les Na'vi, est très hostile.
Les relations entre les deux peuples sont tendues, et pour éviter une guerre, un ancien marine, Jack Sully, va établir un lien avec eux, en s'incarnant dans un avatar ressemblant très pour trait au Na'vi, une immersion au cœur de ce peuple pour établir la paix. On a fait beaucoup de remarques sur le film, certaines sont pertinentes, et d'autres sont plus discutables. On va revenir sur ce qui a été dit, et pour comprendre mon point de vue, il faut partir sur une autre question. Comment installer une nouvelle licence au cinéma ? Chaque seconde laisse place à un ébahissement devant la grandeur, la démesure, les couleurs et les détails qui fourmillent ce monde. Même encore aujourd'hui, c'est toujours une claque, et il met au rabais presque toutes les productions cinématographiques qui ont voulu passer après lui. Avatar m'époustoufle à chaque fois, et ça, on ne pourra jamais lui reprocher. Tout le monde le reconnaît, même les plus sceptiques, la direction artistique est irréprochable, et reste une leçon en matière d'immersion. Il y a un vrai sentiment de découverte quand on navigue au cœur de cette planète à la faune luxuriante. Une vraie poésie contemplative ressort de ces montagnes flottantes, de cette faune criarde et de cette vie aussi riche. Tout transpire la créativité, et on ne peut qu'être estomaqué devant autant d'idées. Je pourrais citer des dizaines et des dizaines de plans qui me rendent dingue dans ce film. Je suis toujours autant fasciné par le design de ces créatures, aussi hypnotisé par cette nature qui vit en communion. Et j'ai cette impression qu'à chaque visionnage, je redécouvre des nouveautés. Et qu'est-ce que j'aime être enivré comme ça. Après, les décors et les idées visuelles, ça suffit pas. Il faut bien les mettre en scène. La caméra devient presque un personnage secondaire en épousant naturellement le point de vue des personnages. Elle nous offre des panoramas monstrueux combinés à une vision à hauteur d'homme, ce qui rend le tout encore plus vertigineux. Pour appuyer également ce côté immersif, la réalisation se permet quelques petites fulgurances avec des mouvements zoomés qui font documentaire. Cela casse l'illusion des VFX et accroît l'effet de réel. Également, le montage accompagne parfaitement les séquences pour pleinement profiter de l'action, même si on ressent par moments des coupures un peu sèches qui indiquent des scènes coupées au montage. On reviendra là-dessus après. Sans parler également de la musique de James Horner, qui arrive parfaitement à marquer l'identité des Na'vi et à sublimer l'émotion. Là où c'est impressionnant, c'est que le film date de 2009. Il a pas pris une ride. Et quand on compare avec certains blockbusters actuels, il y en a très peu qui lui arrivent à la cheville. Le duo Weta et ILM ont apporté un soin méticuleux pour que les effets spéciaux soient les plus crédibles possibles. Au-delà de l'expression faciale des Na'vi qui est encore bluffante aujourd'hui, magnifiée par un énorme travail sur la lumière, c'est surtout la texture de leur peau que je trouve incroyable. Les innovations technologiques se ressentent, et on ne peut qu'applaudir cette maestria visuelle. Alors dans ce cas, qu'est-ce qu'on pourrait reprocher à l'imagerie du film ? Le film a souvent été pointé du doigt pour plusieurs ressemblances avec d'autres œuvres, comme les peintures de Roger Dean, la bande dessinée Aquablue, et même le film d'Elgo, qui a l'air sacrément pas bien, hein. In a mystical land, beyond imagination, two opposing races forged a peace they thought would last forever. They were wrong. Vraiment pas. Il y a eu d'ailleurs 2 procès contre le film que James Cameron a gagné, donc il avait des soupçons de plagiat. Mais dans un sens, ça ne m'étonne pas, car plus un film va marcher, plus il va susciter des polémiques. Et on arrive au point culminant de ce qui fait le cœur de toutes ces critiques, c'est qu'Avatar, en fait, est une œuvre universelle. Avatar est surcoté parce que son scénario est basique, trop prévisible, que c'est Pocahontas au pays des Schtroumpfs, que c'est trop simple, etc. Donc ça, c'est le genre de phrase que vous pourrez entendre par rapport à Avatar. Et ça me rend dingue. On a encore et toujours ce phénomène des critiques ou des gens qui se focalisent plus sur le scénario que sur le reste. Non, encore une fois, l'histoire ne fait pas tout. Avatar n'aurait pas eu la même saveur s'il avait été réalisé par Michael Bay. En fait, l'idée est plutôt cool. Chaque réalisateur a sa propre façon d'illustrer une histoire, de diriger des acteurs, et apporte ses propres idées dans son film. Et même si celui-ci peut avoir une histoire classique, c'est la combinaison parfaite entre l'image et la narration qui va permettre au film de fonctionner. Sans la réalisation de James Cameron, jamais le film aurait connu un tel succès. Car oui, l'histoire d'Avatar est classique et déjà vue. Mais c'est normal, et ça fait partie du charme du film. Connaissez-vous le héros aux 1000 visages ? Mais on s'en branle. Non mais c'est vrai quoi, tu niques l'ambiance. L'histoire d'Avatar repose sur des outils scénaristiques communs à des milliers d'histoires. Le héros qui découvre une civilisation inconnue, qui tombe amoureux mais qui se fait trahir par sa propre population, oui, on l'a déjà vu dans les meilleurs Disney. Mais cette universalité est nécessaire pour justement faire découvrir un nouvel univers. Avatar a besoin d'une histoire simple en surface pour pouvoir créer l'immersion à des millions de spectateurs. Évidemment, tout cinéphile va reconnaître tous les tropes, tous les pivots scénaristiques. Mais c'est pas le but du film d'avoir une histoire complexe. L'objectif d'Avatar est de faire croire en cet univers, à ses personnages, à son environnement, pour nous embarquer plus progressivement vers les méandres de ses contrées et de ses peuples. Et puis, il y a un autre film aussi qui a connu un succès monstre mais qui reposait sur une histoire ultra classique. Bah, c'est Star Wars. Et sans Star Wars 4, on n'aurait jamais eu Star Wars 5. Quand il faut créer une licence comme ça au cinéma, c'est plus que nécessaire d'avoir une histoire simple pour comprendre les tenants et aboutissants de ce que tu veux raconter. Mais quand je dis simple, ça ne veut pas dire simpliste.
parce que James Cameron raconte beaucoup de choses autour du film. On peut trouver de nombreuses thématiques communes avec Danse avec les loups, Princesse Mononoke, et aussi avec Pocahontas, ça va, c'est bon. Avatar traite de la lutte entre l'homme et la nature, de l'humain qui va conquérir et mépriser les populations indigènes pour leur propre profit. On parle ainsi de notre impact environnemental, d'écologie, de colonisation, mais surtout du lien qui lie les Na'vi avec la nature. C'est en vivant en harmonie avec elle qu'ils exploitent de la meilleure des manières ses capacités. Et de l'autre côté, la suprématie des humains peut être interprétée de différentes manières, comme dirait le réalisateur. Oui, les humains sont dépeints comme les méchants du film, mais ils cherchent la survie de la Terre. Tous les moyens sont bons pour y parvenir. Cameron interroge ainsi notre responsabilité envers notre chère Terre. Question qui devrait être un tout petit peu plus au cœur de notre actualité. Moi, je fais partie de la génération qui va vivre l'effondrement, qui va vivre... Merci pour nous. Hein. Non, mais désolé. Super sympa. Faut la réinviter. Alors qu'on est deux boomers à côté de moi. Cameron voit également le film comme une critique de la guerre en Irak, montrant la futilité des guerres qui ne reposent que sur des points de vue divisés. Avatar s'inscrit ainsi dans ces blockbusters des années 2000, qui, malgré leur grande source de divertissement, cherchent à apporter un message secondaire qui va donner de la richesse à son propos. Après, le déroulement de ces thématiques est un petit peu plus discutable, sous 3 niveaux. C'est vrai que les dialogues manquent un peu de saveur, malgré l'implication des acteurs, et je pense aussi que la voix off enfonce un peu le clou. Oui, il joue à fond, mais les scènes d'exposition et certaines interactions manquent de substance et d'originalité pour que ce soit impactant. J'ai surtout du mal à croire en cet acteur qui joue le chef de la corporation, et qui manque cruellement de charisme. C'est sans doute voulu de créer un contraste entre l'armée et les corpos, mais j'aurais quand même vu quelqu'un d'autre dans le rôle. Sans doute moins cliché dans sa direction. Car tous les autres acteurs, en particulier Sigourney Weaver et Zoé Saldana, s'en sortent super bien, et on comprend aisément leur intention et leur personnalité. Ils arrivent à transmettre de l'émotion à travers leur jeu et leur expression faciale. Et je pense que pour un film de cet acabit, c'est le plus important. Après, créer un film anti-guerre en montrant de la guerre, est-ce vraiment possible ? Je vous mets en description un lien vers une analyse du film Requiem pour un massacre, qui parle justement de ce phénomène bien complexe à aborder au cinéma. Mais pour moi, le plus gros souci avec Avatar, et aussi avec James Cameron, c'est la gestion des scènes coupées, qui a dû amplifier sa mauvaise réputation. Toute l'introduction établissant une terre mourante et technologique, un peu à la Blade Runner, des détails sur la scission des hommes et des Na'vi, une scène de chasse pour mieux comprendre les méthodes de vie des Na'vi, un briefing établissant les dégâts de la première attaque, la mort de la crème, de Tsute, toutes ces scènes apparaissent dans la version longue et ont été supprimées de la version cinéma. 16 minutes en moins. On a également d'autres séquences coupées comme la romance entre Norm et Trudy, dont on peut voir des vestiges sur YouTube. Le film a subi énormément de coupes pour se concentrer sur l'essentiel. Et j'affirme qu'avec ces séquences en plus, le film aurait gagné en profondeur et en empathie. Car comme ça peut paraître superficiel, mais elles apportent des points de vue approfondis, une meilleure exposition et permettent de mieux comprendre la psychologie de nombreux personnages. On aurait sans doute évité avec cette version beaucoup de commentaires clamant la superficialité d'Avatar, alors qu'il en est rien. Et James Cameron est coutumier du fait, entre Aliens et Abyss qui ont été amputés de plusieurs séquences importantes. C'est clairement dommage. Je vous la conseille vivement cette version longue qui est disponible en Blu-ray, parce qu'on découvre Avatar sous un nouveau jour. Franchement, n'hésitez pas. Qu'est-ce qu'on peut alors conclure ? Oui, l'histoire d'Avatar est classique, mais elle est nécessaire et efficace. Non, Avatar n'est pas simpliste. Son originalité et sa force se démarquent par ses thématiques et son univers, mais aussi par la dévotion de ses artistes et de ses acteurs. Et après tout ça, est-ce que Avatar a marqué le cinéma ? Avatar 2 sort en décembre 2022. Ce qui est intéressant à voir, c'est que pour l'occasion, Disney a ressorti le premier film en salle en septembre 2022 et a été en tête du box-office pendant toute la durée de sa rediffusion. Certes, le catalogue était mince en termes de grosses sorties, et je pense que pas mal de personnes ont confondu avec le 2. Mais toujours est-il que même plusieurs années après, le film attire toujours le public. Et donc, que reste-t-il d'Avatar ? Est-ce qu'il a ouvert un nouveau paysage cinématographique ? Est-ce qu'il a influencé d'autres œuvres ? Est-ce qu'il s'est élargi à d'autres arts ? En 2014, le journaliste Scott Mendelsohn disait ceci dans un article paru dans Forbes. Avatar n'a pas inspiré un public passionné, ni un déluge de retombées multimédia qui ont maintenu la marque en vie au cours des 5 dernières années. Peu aujourd'hui admettent même l'aimer, et son effet global sur la culture dans son ensemble est pratiquement inexistant. Bon alors déjà Scott, tu te calmes direct. Et puis je trouve que sa déclaration est fausse. Avatar symbolise à mes yeux la consécration d'un âge d'or, la quintessence de ce qui se faisait à cette époque à Hollywood, et qui a déjà marqué les films qui ont suivi, mais également notre société. Pour les choses les plus visibles, déjà il n'y a pas beaucoup de films qui ont leur propre parc d'attraction. Ça a mis du temps à se faire, mais de ce que j'ai pu en voir, ça a l'air ouf, et je rêve d'y aller. Et vous connaissez Toruk ? Le Cirque du Soleil a créé un spectacle entier inspiré d'Avatar, qui a tourné pendant 4 ans partout dans le monde. Et pareil, toutes les critiques étaient unanimes, pour dire que le spectacle était grandiose. Ils sont passés à Paris en 2019, et c'était un succès colossal. Donc rien qu'avec ça,
Avatar a laissé une petite trace. Le film a inspiré d'autres films après lui, à la fois sur l'image, mais aussi sur le genre. Beaucoup voient des similitudes entre Avatar et Dragon, mais aussi du Peuple Loup que je vous recommande vivement. Mais également, le film a permis de mettre en avant la science-fiction au cinéma, mais dans une direction pas forcément voulue par Avatar, car presque les films purs SF comme John Carter, Valerian ou After Earth, qui sont sortis après, se sont cassés les doigts. Premier Contact et la trilogie de la planète des singes sont des exceptions. C'est surtout les films de SF plus terre-à-terre comme Gravity ou Interstellar qui ont nettement mieux marché. Et il faut avouer que c'est difficile de passer après le mastodonte Avatar. Même dans le monde du jeu vidéo, il a eu son influence. Ces adaptations ont été plus que correctes et une nouvelle doit bientôt sortir. Et quand on voit le jeu Horizon, difficile de pas penser à Avatar. Là où il a marqué le cinéma, c'est sur les avancées technologiques. Les plus gros films des années 2010 n'auraient jamais vu le jour sans Avatar. Entre les nouvelles caméras, la performance capture et la gestion des effets spéciaux, Avatar est devenu le maître étalon pour Hollywood en matière de VFX. Tous les gros blockbusters qui sont passés après se sont appuyés sur sa technologie, de Ready Player One à Avengers, en passant par Pacific Rim. James Cameron a poussé ses technologies au maximum, mais les a surtout rendues accessibles. Parmi les 25 plus gros succès de tous les temps, 23 sont sortis après Avatar. Alors peut-être que l'image du film a été éclipsée par rapport aux nombreux succès qui ont sorti après, et aussi par rapport à la nouvelle mode des films de super-héros. Ça, c'est un autre débat. Mais dire que Avatar n'a pas marqué la pop culture, c'est faux. Et dire que Avatar est surcoté, ce serait un peu malhonnête. Avatar est comme le Star Wars de la génération précédente. Quand je vois les réactions et l'enthousiasme du public à la sortie du 2, je me dis que cet univers n'aura de cesse de nous faire rêver. Je pense que ce sera impossible d'atteindre le succès du premier film, au vu du contexte actuel. Mais Avatar 2 peut établir un nouveau point médian pour l'industrie. On aura beau essayer de démonter le film point par point, mais il arrive à faire le plus important, nous faire voyager. Et surtout n'oubliez pas, aimez les films que vous aimez.